Au nom de Dieu, aujourd'hui on arrive au document 8, le dernier document de notre chapitre 7 en immunologie. C'est application diagnostique des propriétés des anticorps. Objectif 0, introduction. 1. Reconnaître et discuter la technique du test sérologique, l'immunomarquage et l'immunofluorescence. C'est alors d'appliquer les propriétés des anticorps pour diagnostiquer des maladies. Application, diagnostic des propriétés des anticorps. Vous savez, certaines propriétés des anticorps peuvent être utilisées pour diagnostiquer des maladies. Monsieur, quelle propriété? On sait que très bien que les anticorps se fixent par leur site antigénique sur les épitopes de l'antigène. Point. C'est ce qu'on sait, c'est-à-dire se fixent d'une manière spécifique. Reconnaissent les épitopes, tu peux dire. Bon, il est très difficile en réalité de diagnostiquer une maladie. Surtout, n'est-ce pas, chez les bébés. Yani, toujours, si une personne est malade, le médecin va poser une question, n'est-ce pas? Cette question, c'est où se trouve le mal et comment est la nature du mal que tu sens pour le patient, c'est-à-dire. Alors, si le patient sait répondre, il va dire, par exemple, pour le médecin, j'ai mal au ventre, dans l'estomac. Donc, le médecin va lui demander quelle est la nature de ce mal. C'est une piqûre, une brûlure, etc. Et tout ça va aider le médecin à diagnostiquer la maladie afin de quoi? De donner un traitement convenable. Alors, le problème sera chez les pédiatres, chez les bébés. Le bébé, tout simplement, va quoi? Il va pleurer. Il pleure tout simplement. Il ne va pas parler, il ne sait pas parler. Il ne s'exprime pas. Pour cela, de diagnostiquer une maladie dans ce cas est très intéressant et très important et essentiel et encore est difficile. Bon, regardez ce beau bébé. Ce beau bébé, alors, il est malade. Et on va chercher en réalité à diagnostiquer la maladie de laquelle il souffre. Alors, ce bébé est malade. On vise à diagnostiquer la maladie de laquelle il souffre. Pour cela, 3 méthodes seront possibles. La première méthode, on va l'appeler la méthode sérologique. Ça vient de quoi, les élèves? Sérum, très bien. Bravo. La deuxième méthode, on l'appelle immunomarquage ou bien ELISA. Enzyme Linked Immunosorbent Assay, immunomarquage maintenant. Et la troisième méthode, alors j'ai dit, je reprends, je veux que vous imaginez qu'on a un bébé qui est malade et on veut diagnostiquer la maladie de laquelle, n'est-ce pas, il souffre. Pour cela, j'ai dit que on va utiliser 3 méthodes différentes. La première, la méthode sérologique, la deuxième, immunomarquage ou ELISA, et la troisième, c'est l'immunofluorescence. Bon, on commence maintenant avec la méthode sérologique. En quoi consiste cette méthode? Toujours lorsque je dis méthode sérologique, c'est-à-dire utiliser le sérum du patient. Bon, alors, on va utiliser le sérum pour quoi faire, monsieur? Pour faire un test d'agglutination. Doucement, doucement. Je ne veux pas, n'est-ce pas, partir rapidement.
Alors, la méthode sérologique, c'est une méthode durant laquelle on utilise le sérum du patient pour diagnostiquer la maladie de laquelle il souffre. On utilise alors le sérum pour faire un test d'agglutination. Cela consiste à quoi? Supposez que j'ai un patient. Normalement, parfois le médecin, dans le cas d'un patient, il lui donne un traitement, il lui dit que après une semaine, tu reviens chez moi. Il y a certaines maladies qui ont des symptômes semblables, qui sont proches. Beaucoup de maladies ont des symptômes qui sont proches. Une fièvre élevée, de la fatigue, par exemple, etc. Perte de l'appétit, etc. Si, par exemple, une personne est malade et le médecin n'est pas sûr et certain si c'était la maladie A1 ou bien la maladie A2. Parfois, le médecin donne un traitement pour la maladie A1 et demande au patient de partir et de revenir après une semaine. Après une semaine, si le patient dit que je me suis guéri, je sens bien, alors ça va pour lui. Sinon, le médecin lui demande de changer le médicament. Le médecin, dans ce cas, va donner un médicament pour la maladie A2 et non pas pour la maladie A1. Va changer le médicament. Il dit alors, c'était pas la maladie A1 de laquelle il souffre ce patient, c'est la maladie A2. En réalité, au lieu de faire tout cela, on va faire un test d'agglutination. On demande au patient de faire un test d'agglutination. Au laboratoire, que se passe-t-il? On va prendre le sérum du patient et on va amener 2 tubes à essai. Dans le premier tube, on va mettre l'antigène A1 et dans le deuxième tube, on va mettre l'antigène A2. En supposant que A1 et A2, ce sont les deux bactéries, n'est-ce pas, qui causent la maladie qu'on soupçonne que le patient souffre, n'est-ce pas, de cette maladie. Alors, dans le tube, par exemple, je viens de dire un exemple. Supposez que le médecin dit peut-être ce patient est atteint de la typhoïde ou bien de la choléra. Donc, dans le premier tube, on met l'agent de la typhoïde, la bactérie qui est responsable de cette maladie, et dans le deuxième tube, on met la bactérie responsable de la choléra. Antigène A1 et antigène A2. Alors, 2 tubes, chacun contient un antigène différent. Puis quoi? On met un peu de sérum. Taban, on a enlevé du sang, n'est-ce pas, du patient, puis on sépare le sérum. On met un peu du sérum du patient dans le tube contenant l'antigène A1 et dans le tube contenant l'antigène A2. Ok, très bien. Et pourquoi? Que sera le résultat, n'est-ce pas, qu'on va obtenir? En réalité, le sérum du patient contiendra ou bien des anticorps antigène A1 ou bien des anticorps anti-antigène A2, ça dépend de la maladie de laquelle ce patient souffre. Si le patient souffre de la maladie A1, alors dans son sérum, il y aura des anticorps anti-antigène A1. Si c'était pour l'antigène A2, il y aura dans le sérum du patient des anticorps anti-antigène A2. Bon, lorsqu'on met le sérum dans le tube, qu'est-ce qu'ils vont faire les anticorps? Vont se fixer sur les épitopes spécifiques, causant alors l'agglutination de l'antigène ou bien de la bactérie. Donc, si on voit une agglutination dans le tube, regardez les agglomérats, regardez les granules qui se trouvent là. Tandis que dans le tube A2, c'est homogène encore. C'est-à-dire, dans A1, il y a une agglutination. Il y a la formation des complexes immuns. Qui peut me dire que veut dire complexe immun? Très bien, Nour. Bravo. Complexe immun, c'est le complexe formé de l'antigène avec l'anticorps.
c'est-à-dire là, il y a la formation des complexes humains, alors le sérum du patient contient des anticorps antigènes A1 et le patient souffre de la maladie A1. Alors, quelques mots là, regardez alors, c'est le sérum. On ajoute alors 2 tubes plus sérum du patient, on ajoute le sérum du patient là et dans le deuxième tube. Et quoi alors? Que sera le résultat? L'agglutination dans un tube indique la présence des complexes humains, ce qui prouve la présence des anticorps antigènes dans le sérum du patient et par suite ce patient est infecté par cet antigène. C'est-à-dire, s'il y a là agglutination, alors il y a dans le sérum du patient des anticorps antigènes A1 et le patient souffre de l'antigène A1, de la maladie causée par l'antigène A1. Oui, j'attends les questions. Alors, regardez, l'agglutination dans un tube. Regardez, dans le premier tube là, il y a agglutination, indique la présence des complexes humains. Les antigènes, les anticorps fixés sur les antigènes, les épitopes de l'antigène. Ce qui prouve la présence des anticorps anti-antigènes ou dans le sérum du patient, on a pris du sérum du patient. Et par suite, alors ce patient est infecté de cet antigène, ce patient est en train de lutter contre cet antigène par les anticorps que son système immunitaire va fabriquer. Taïb. Supposez maintenant qu'un patient vient chez le médecin et le médecin alors n'est pas face à deux possibilités.